Imaginez une pièce silencieuse, le silence interrompu seulement par le tic-tac d'une horloge qui semble ne pas compter les secondes, mais les battements d'un cœur brisé. Pour Émilie et Michel, le temps s'est arrêté il y a 3 ans, au moment où leur vie a basculé et où ils ont perdu leurs petits jumeaux. Il n'y a pas de douleur plus grande que celle de perdre un enfant, et quand il s'agit de jumeaux, c'est comme perdre une partie de soi-même, un écho qui s'éloigne, laissant les parents dans une maison trop silencieuse. La douleur du deuil ne diminue pas avec le temps, elle se transforme simplement en une habitude pesante, un cycle gris qui accompagne chaque réveil et chaque respiration. Pourtant, dans cet abîme de tristesse, une leçon morale émerge avec force. La capacité de l'homme à honorer la mémoire, à préserver la foi en un amour qui ne peut plus être touché. Chaque semaine, sans jamais manquer, ils se rendent dans un cimetière de la périphérie de Chicago. Ils apportent avec eux 2 fleurs jaunes, une couleur qui autrefois symbolisait la lumière et qui maintenant repose contre la froide pierre grise d'une tombe portant le nom de leurs enfants. Mais au moment où l'on pense que cette fin est gravée de manière indélébile dans le marbre, la vie insère la vérité avec de nouveaux mystères et des révélations stupéfiantes. Par un ciel de Chicago qui semble peser lourdement sur le sol, ils s'apprêtent à vivre un bouleversement émotionnel qui va ébranler leurs fondations. Pendant qu'Émilie s'occupait de la pierre tombale, une silhouette minuscule apparaît près de la tombe comme une ombre qui prend forme du néant. C'était une jeune fille, Charlotte, qui n'avait pas plus de 10 ans, mais ce n'était pas une petite fille ordinaire. En la regardant, Émilie sent un frisson parcourir son échine. Charlotte avait la peau brûlée par le soleil, des vêtements usés et les pieds nus, en contact direct avec la terre dure. Ses yeux ne reflétaient pas l'insouciance de l'enfance, mais la profondeur de quelqu'un qui a vu trop et trop tôt, un regard forgé par une vie difficile bien au-delà de son âge. Sans hésitation, avec une assurance qui glaça le sang des parents, la petite fille indiqua la photo sur la pierre tombale et prononça des paroles qui pouvaient sembler folles ou miraculeuses. Elle affirma que ses enfants étaient vivants et qu'elle avait passé les 6 derniers mois à vivre avec eux. À ce moment-là, le monde d'Émilie et Michel s'effondre. La raison dit que c'est impossible, les médecins et les documents ne mentent pas, mais le cœur d'une mère parle un langage qui ne connaît pas la logique. Émilie regarda Charlotte à la recherche d'une trace de tromperie, mais elle ne trouva qu'une vérité désarmante. La fillette sortit de sa poche un vieux téléphone avec l'écran fissuré comme une toile d'araignée et montra une photo. Ce que les 2 parents virent leur coupa le souffle. L'image montrait 2 enfants qui non seulement ressemblaient à Liam et Noé, mais qui étaient leur image parfaite projetée dans le futur. Charlotte commença à décrire les enfants en détail, évoquant des particularités que seule une personne ayant vécu avec eux pouvait connaître. La forme d'une tache sur la peau, les positions particulières qu'ils adoptaient pendant leur sommeil, de petites habitudes que seule une mère aurait pu remarquer dans leurs premiers jours de vie. Tout coïncidait parfaitement, comme les pièces d'un puzzle que personne n'aurait jamais dû reconstituer. Cette histoire nous amène à nous demander jusqu'où nous sommes prêts à croire l'impossible quand l'espoir nous est offert par des mains si pauvres mais si sincères. Charlotte déclara qu'elle voulait simplement restituer la vérité qui leur avait été volée. Tremblants mais déterminés, Michel et Émilie décidèrent de suivre la petite fille vers la périphérie de la ville, dans une zone industrielle où le bruit des usines se mêlait aux plaintes de la pauvreté. Charlotte raconta qu'elle avait trouvé les jumeaux 6 mois auparavant, abandonnés dans un vieux fourgon près du terminal de bus. Ils étaient seuls, effrayés et personne ne semblait les chercher. Prenant sur elle le poids d'une responsabilité immense et d'une vie déjà éprouvante, cet enfant choisit la voie de la responsabilité. Elle les emmena dans son refuge, les nourrit, les lava et travailla chaque jour en collectant des matériaux recyclables pour leur garantir un repas, se faisant aider seulement occasionnellement par une voisine âgée. C'est une histoire de dignité immense. Charlotte, sans rien demander, protégea ce qui était devenu ce qu'elle avait de plus précieux au monde. Tandis qu'ils se dirigeaient vers la maison délabrée, le suspense devenait insupportable. Était-ce possible? Allaient-ils rencontrer les fantômes de leur passé ou les figures bien réelles de leur présent? Avant de découvrir ce qui se cache derrière cette porte, j'aimerais vous demander quelque chose d'important. Quelle partie du monde suit cette histoire? Écrivez-le dans les commentaires car votre proximité est ce qui rend ce canal spécial. Lorsque la porte de la petite habitation délabrée s'ouvrit, le temps sembla s'arrêter. Émilie et Michel restèrent figés sur le seuil, cherchant désespérément un signe, une confirmation de ce que leur cœur avait déjà pressenti. Dans un coin de la pièce, sur un vieux matelas, mais entouré d'une propreté qui témoignait de l'amour dévoué de Charlotte, se trouvaient 2 enfants. Ce n'étaient plus les nouveau-nés qu'ils avaient connus, mais de petits êtres avec des traits qui commençaient à définir les personnes qu'ils deviendraient. Il n'y eut pas besoin de test ADN dans ce premier instant. Le sang reconnaît le sang. La douleur qui, pendant 3 ans, avait été un poids mort dans l'âme des parents, se transforma en une explosion de joie d'une violence qui coupait le souffle. Émilie tomba à genoux, attirant à elle ses enfants dans une étreinte qui semblait vouloir récupérer chaque seconde perdue, chaque baiser jamais donné, chaque berceuse restée en suspens. C'est à ce moment que l'histoire prend une dimension plus profonde.
La vérité peut être enfouie sous des couches de mensonges et des kilomètres de distance, mais elle possède une force intrinsèque qui la pousse toujours vers la surface. Alors que la pièce se remplissait de larmes et de murmures incrédules, une ombre d'inquiétude commença à planer sur les murs. Charlotte observait la scène depuis le coin de la pièce, les bras croisés et une expression qui n'était pas de pure félicité, mais de terreur profonde et silencieuse. La petite fille qui avait sauvé les enfants, qui les avait nourris avec son peu et qui avait sacrifié son enfance pour protéger leur vie, tremblait. Elle ne craignait pas de redevenir seule, de retourner être un fantôme invisible dans les rues de Chicago, mais surtout elle redoutait les conséquences de ce qu'elle savait. La réunion de la famille était un miracle, mais le mystère de la manière dont ses enfants s'étaient retrouvés dans un fourgon abandonné 6 mois auparavant restait une plaie ouverte et sanglante. Michel, dépassé par l'émotion, commença à ressentir ce que sa pensée rationnelle ne pouvait plus ignorer. Qui pouvait commettre un acte aussi atroce? Qui pouvait simuler la mort de nouveau-nés pour ensuite les abandonner comme des objets inutiles? La réponse allait se révéler bien plus troublante. Alors qu'Émilie cherchait à rassurer Charlotte, lui promettant qu'elle ne serait plus jamais seule, quelques détails perturbants commencèrent à émerger des fragments de mémoire. Charlotte se rappela le jour où elle avait trouvé les petits. Il ne s'agissait pas d'un simple abandon fortuit. Elle se souvenait avoir vu un fourgon noir s'éloigner rapidement du terminal de bus ce jour-là. Mais le détail qui glaça Michel fut la description de la personne qui était montée dans le véhicule après avoir déposé les enfants, une femme âgée, extrêmement élégante, au port autoritaire et froid, accompagnée d'un chauffeur qui exécutait ses ordres sans broncher. Cette description n'était pas générique. Pour Michel et Émilie, elle était douloureusement familière. Elle correspondait de manière inquiétante à la figure de Marguerite, la mère d'Émilie. Marguerite était une femme d'un immense pouvoir et d'une froideur glaciale, une personne habituée à gérer la vie des autres comme s'ils étaient des pions sur un échiquier, fermement convaincue de toujours savoir ce qui était le mieux pour tout le monde. Le suspense dans cette pièce devint presque tangible. Michel regarda Émilie et tous deux virent le terrible soupçon se transformer en une certitude dévastatrice. La tragédie qu'ils avaient vécue n'était pas un caprice du destin ou une erreur médicale tragique, mais une décision délibérée, un plan orchestré dans l'ombre par celle qui aurait dû les protéger. Pendant qu'Émilie sombrait dans la dépression postpartum après l'accouchement, sa mère Marguerite en profita pour prendre le contrôle total de la situation, des documents, en définitive, du destin d'êtres humains entiers. Ce qui avait commencé par une tentative arrogante de gérer le couple selon ses propres normes morales se transforma en un crime atroce contre sa propre chair et son propre sang. Cette partie de l'histoire nous invite à réfléchir sérieusement sur la nature du pouvoir et comment l'arrogance d'une personne peut aller jusqu'à perdre toute trace d'humanité et de moralité. Tandis que la vérité remontait à la surface, la quantité de calculs froids et de décisions glaciales laissait sans voix. Émilie et Michel n'étaient plus les personnes brisées qu'ils avaient été au début de ce récit. À ce moment-là, dans le silence de la périphérie industrielle qui les avait transformés en guerriers, il était temps de protéger le trésor qu'ils avaient retrouvé et de rendre justice à la petite Charlotte. Comment allait-il pouvoir affronter une femme aussi puissante que Marguerite? Y avait-il d'autres vérités cachées qui allaient émerger de l'ombre de ce fourgon noir? Avant de passer à la dernière partie incroyable de cette histoire, je vous demande si ce récit vous a touché le cœur. Vous pouvez soutenir la chaîne en laissant un like et en vous abonnant pour ne pas manquer la conclusion. C'est un petit geste qui pour moi signifie énormément. Le voyage de retour vers le centre-ville ne fut pas un simple trajet en voiture pour Émilie et Michel. Le silence n'était troublé que par la respiration des enfants qui dormaient enfin en sécurité et la respiration de Charlotte qui regardait au loin les lumières de la ville qui ne lui avait jamais rien promis. Dans ce voyage, Émilie et Michel cessèrent d'être victimes du destin. Cette nuit-là se produisit une métamorphose profonde. La douleur qui les avait consumés laissa place à une détermination prête à mener une guerre nécessaire pour la vérité et pour l'avenir de leur vie. La leçon morale qui émerge ici est claire, la douleur peut se transformer en carburant pour une justice qui n'accepte aucun compromis. Il ne s'agissait pas seulement de retrouver Liam et Noé. Il s'agissait de briser le masque qui cachait l'apparence de perfection et de bienveillance. Michel serrait le volant avec une fermeté qu'il n'avait jamais eue auparavant. Le fait que la perte des enfants n'ait pas été une fatalité tragique, mais une décision prise de sang-froid par Marguerite, changeait tout. Pendant qu'Émilie luttait contre l'obscurité de la dépression postpartum, la femme qui aurait dû la soutenir avait manipulé documents et destins, convaincue d'avoir le droit divin de jouer avec le reste des autres comme s'il y appartenait. L'idée qu'un individu se sente légitimé à organiser la vie des autres était la preuve d'une arrogance qui pouvait se transformer en crime impardonnable. Émilie ne regardait plus sa mère comme un point de référence, mais comme l'architecte d'un cauchemar qui avait duré 3 ans. Mais c'est justement de là que vient la lumière incarnée par Charlotte. La façon dont elle, qui n'avait rien, avait tout de même réussi à préserver la chose la plus importante, l'humanité et la vie des enfants. Les jours suivants, la vérité émergea avec une force dévastatrice.
Confronté à toutes les preuves et aux témoignages de Charlotte, le château de cartes de Marguerite s'effondra. Le fourgon noir, le chauffeur, les manœuvres illégales pour déclarer la mort des jumeaux, tous les détails trouvèrent leur place dans la mosaïque de la justice. Mais le véritable enseignement moral de cette histoire ne réside pas seulement dans la punition des coupables, mais dans la création d'une nouvelle définition de la famille. Émilie et Michel savaient qu'ils ne pouvaient tout simplement pas laisser Charlotte retourner à son ancienne vie. La petite fille qui avait sauvé leurs enfants faisait désormais partie intégrante de leur existence. Ils choisirent de l'adopter, lui offrant non seulement une maison et l'éducation qu'elle méritait, mais l'amour qu'il y avait toujours manqué. Ils démontrèrent que la gratitude n'est pas seulement un sentiment, mais un engagement concret qui peut changer le cours d'une vie. Et la maison d'Émilie et Michel résonna à nouveau de rire, de vie et d'espoir. Liam et Noé grandirent fort, incarnant la résilience de ceux qui reviennent de l'oubli. Charlotte n'eut plus jamais à marcher pieds nus ou à s'inquiéter du prochain repas. Ses yeux retrouvèrent enfin la lumière de l'enfance. Cette histoire nous enseigne que, malgré les manipulations du pouvoir et les blessures de la vie, l'amour authentique et l'intégrité morale triompheront toujours. Elle nous rappelle que la vérité ne reste jamais enterrée, même quand elle semble enfouie sous une pierre froide dans un cimetière de périphérie. L'espoir n'est pas une illusion, mais une force qui attend simplement le bon moment pour fleurir, tout comme les fleurs jaunes déposées sur la table d'une maison enfin réunie. Chers amis, cette histoire montre combien il est important de préserver l'unité et de la partager avec ceux qui en ont besoin. J'espère que ce récit vous a inspiré et vous a fait réfléchir sur la force du cœur humain. Avant de vous quitter, j'aimerais connaître votre opinion. Que pensez-vous qu'il soit arrivé à Émilie et Michel? Et dites-moi en commentaire de quelle ville ou quel pays vous nous suivez. Votre participation est fondamentale pour faire grandir cette communauté. Si l'histoire vous a plu, laissez un like, partagez-la avec ceux qui ont besoin d'un message d'espoir et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains récits passionnants que nous avons préparés pour vous. Merci du fond du cœur d'avoir été avec nous jusqu'à la fin.